Bonjour Lola Marois. Bonjour Sam, comment ça va? Ben, parfaitement bien. T'es tout en beauté. T'as pas changé d'un pouce depuis quelques années que je t'avais vu. Il y a pas de justice, hein? Il n'y a pas de justice. Si, il y a de la justice en France. Mais nous, on va pas parler de justice. On va parler de ton actualité. J'ai décortiqué aussi tes réseaux sociaux. On va parler de ton livre aussi que tu viens de sortir. Tu as créé ta propre maison d'édition, lolamarois.fr. Eh oui, C'est ouf. je crois que je suis en pleine crise de la quarantaine en fait. C'est donc ça, la crise de la Ça doit quarantaine. être ça. Moi, ça me pousse à faire des choses que j'aurais pas soupçonnées il y a encore quelques années. Et oui, j'ai créé ma propre maison d'édition pour publier mes textes en toute liberté et aussi pouvoir publier d'autres textes. Je suis très intéressée par les parcours d'autres femmes. Voilà, ça serait pour l'instant une maison d'édition qui s'orienterait plus vers les femmes. J'ai hâte d'en savoir plus. Tu m'expliqueras tout dans quelques instants. Mais je suis tombé sur un de tes posts qui date de l'été dernier. Oh là! Lola Marois, juillet 2025, t'as annoncé la couleur. Je pense, cette fois, je vais faire sauter mon Insta. Je vous fais mes adieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ce post? Qu'est-ce qui t'a traversé par la tête? Non, mais alors en fait, les gens ont pris ce poste au sérieux, mais les gens ont pensé que je voulais quitter Insta, mais non. En fait, c'est juste que Insta m'avait restreint une publication. Non, Insta m'avait restreint tout court mon compte pendant 3 jours parce que j'avais mis une photo où on voyait genre juste un morceau d'épaule, ce que j'ai trouvé absolument hallucinant. Et donc du coup, pour faire une blague, j'avais mis une robe en plus pas très dénudée sur cette photo et on voyait juste un morceau de jambe et j'ai dit là, je crois que je vais vraiment faire sauter mon Insta. Sous-entendu, Insta va me fermer mon compte parce qu'on voit un morceau de cuisse. En gros, c'était ça l'idée. Insta est sexiste parfois? Je sais pas si Insta est sexiste, mais Insta est très puritain quand ça l'arrange et très 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 laxiste avec certaines personnes et certains posts. Donc c'est à n'y rien comprendre. Et alors, comment on fait quand on s'appelle Lola Marois et qu'on est libre de poster ce qu'on a envie, comme on a envie de le poster? Eh bien, quand on s'appelle Lola Marois et qu'on est libre de poster ce qu'on a envie de poster, on peut aussi, par prise de position et par provocation, aller sur d'autres plateformes et entretenir une relation de séduction avec son public différemment. Je suis tombé sur pas mal de commentaires sous ce post, justement. Ça m'intéressait de savoir, Lola Marois, quel était ton regard sur ces commentaires, sur cette vision de certains utilisateurs des réseaux sociaux que je trouve mais carrément choquante et abusée. On peut lire sous ce post où tu parles d'Insta, hein, on est d'accord? Waouh, une tenue décente. Je suis choqué. C'est bien, j'adore. J'adore ce genre de com. T'as toujours été jugée sur celle que tu représentes? Bien sûr, parce que j'ai toujours joué avec mon image, avec une grande délectation. J'ai toujours aimé feinter la ravissante idiote ou même la femme fatale ou encore la femme sexy. Moi, c'est des prises de position. Je pense que sous mes allures un peu cool et femme à homme, je suis une grande féministe. Et je pense qu'en fait, c'est une manière de rester libre, de faire ce que je veux quand je veux et personne me dicte comment je dois me comporter. Il y a un autre commentaire sous ce post qui dit: à mon avis, il n'y a pas que l'Insta qui s'est fait sauter. Ah, Parfois, sympa. ouais, parfois j'ai remarqué que les utilisateurs des réseaux sous tes posts sont extrêmement vulgaires. Beaucoup te sexualisent. Ça a toujours été le cas. Bah, évidemment, mais là, je pense aussi que tu regardes les mauvais, mais il doit y en avoir aussi 500 des très bons parce que je suis quand même très aimée aussi par les femmes, voilà, de ma génération, tout ça, et par les jeunes, par les ados. Enfin, donc évidemment, si tu tires quelques commentaires désobligeants, on en trouvera toujours, mais j'ai appris à pas trop les calculer entre guillemets. Mais bien sûr que certains me sexualisent et si j'avais pas joué moi-même. Avec cette image un peu provocante, peut-être qu'on me sexualiserait moins, mais c'est tout l'objet, et toute l'essence de ce qui fait ma personne, de ce qui fait Lola Marois depuis 20 ans. Je peux pas, me plaindre qu'on me sexualise alors que, j'ai aussi donné les ingrédients pour l'être. C'est parfois pas désagréable d'être, sexualisé, hein. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ça le serait? Moi, il y a certains commentaires, qui peuvent être sexualisants, mais même de femmes et que je trouve, flatteurs, quoi. Je donnerais tout pour, ne serait-ce que, 1 minute avec toi je reçois même des trucs comme ça de certaines femmes et c'est rigolo aussi d'encore incarner un tel fantasme,
quand tu passes la quarantaine, pourquoi pas? Mais tu vois, tu as dit: «J'ai appris à ne plus les regarder, ces commentaires». Il y a quand même une démarche d'apprentissage pour plus les calculer. Bien sûr. Non, mais là, je parlais plutôt du commentaire, «Enfin une tenue décente» qui Oui. pour moi, souvent les commentaires comme ça, c'est ceux de femmes que je trouve assez désagréables parce que je trouve qu'il doit y avoir une solidarité entre nous et souvent ça vient des femmes. Je trouve ça très dommage. Tu penses que c'est parce qu'elles aimeraient pouvoir faire ce que tu fais, mais qu'elles n'osent pas? Oui, je pense qu'il y a une part de frustration dans ce genre de commentaires, peut-être que, leur morale ou leur éducation ou je sais pas, il y a peut-être des choses qui les retiennent ou tout simplement une non-envie, de se montrer pour plein de raisons que je juge pas, mais je pense qu'il y a peut-être aussi parfois une part de frustration. Oui, il y en a. Moi, j'ai appris effectivement d'abord, je regarde très rarement les commentaires, je regarde un peu les premiers pour répondre aux gens et puis après je lâche et ça fait partie du jeu, quoi. Donc oui, si je dois me regarder tous les commentaires, heu, je suis morte. Tu considères que tu bénéficies d'une forme de beauty privilège? Bah, je considère que j'en parle dans mon livre de cette beauté un peu imparfaite et j'ai Ouais, pas je la sais. prétention d'être, voilà, dans les codes les plus, sacrés de la beauté actuelle. Mais, je pense que le privilège que j'ai, il se tient beaucoup dans mon assurance, dans mon charisme et ça, c'est vrai que je me sens un peu, hors norme à ce niveau-là parce que je pense que le fait que j'assume beaucoup de choses et que, j'ai une grande confiance en moi, en ce que je suis, en ce que j'incarne, je pense que ça, c'est un privilège, oui. C'est quoi les codes de la beauté, actuelle? Parce que tu dis: «J'ai pas l'impression d'y être». Ben, je sais pas, ça serait peut-être, moi j'ai pas fait de chirurgie, donc ça serait peut-être, voilà, le côté, un peu comme on voit, je sais pas moi, les filles de télé-réalité qui se font un peu refaire, qui ont ce visage très, presque qui devient presque masculin tellement qu'il est, anguleux, la grosse poitrine, les grosses fesses, enfin moi tout est vrai donc ça va, je me porte pas trop mal mais Pas de jawline pour toi? non, j'ai rien touché. D'abord, j'ai peur de tout, donc ça m'empêche de faire pas mal de trucs. Pas d'acide hyaluronique? Je suis allergique. J'ai essayé, mais je suis allergique. Pas de botox? Le botox, si, j'en ai fait un peu sur le front, mais en fait, quand j'en fais, j'ai l'impression que je peux plus jouer. Donc tu vois? Eh oui, non, mais tu sais que c'est particulier ça pour les comédiennes, pour les Mmh. actrices. J'avais vu le sujet avec Nicole Kidman notamment, versus Cameron Diaz. Cameron Diaz qui expliquait, qui prônait le fait qu'elle ne voulait pas faire de toxine botulique parce qu'elle considérait que dans son jeu d'actrice, ça la limitait. Mmh. Nicole Kidman qui elle, bon bah tu l'as vu, c'est Nicole Kidman, Ouais. son visage est le même depuis 30 ans. Ouais, oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que pour nous, les comédiennes, enfin, moi, j'en fais des caisses. En plus, sur Plus belle la vie, en ce moment, je suis complètement, voilà, pétrie d'émotions en tout genre. Donc, Tu viens d'avoir un enfant dans Plus belle la je viens vie. d'avoir un enfant, ouais. Et donc, non, ça va pas trop avec le métier que je fais. On verra si un jour mon reflet, voilà, commence à m'attrister, je verrai ce que je fais. Ça fait 2 fois que je t'ai entendu dire depuis qu'on a commencé cet entretien, à 40 ans passés maintenant. 40 ans, c'est un cap pour toi? Dans un premier temps, je te pose cette question et après j'aimerais savoir comment tu te positionnes et comment l'industrie de la télé, du cinéma, le perçoit aussi. Parce que beaucoup d'actrices, beaucoup de comédiennes reprochent et regrettent que passé 40 ans, certains rôles ne leur sont plus confiés. Oui, alors moi, j'ai pas encore trop été confrontée à ce problème-là parce que franchement, j'ai jamais autant travaillé et tourné que depuis que j'ai 35-36 ans. C'était avant que c'était calme pour moi, où voilà, j'avais plus de galères pour être installée dans ce milieu. Donc, j'ai pas encore été confrontée à voilà, à ce rejet que certaines comédiennes peuvent ressentir, peut-être plus à partir de 50, je sais pas. Pour l'instant, là où je suis, j'ai pas encore ressenti ça, donc non, j'ai plutôt même ressenti un peu, l'inverse. Mais aussi, moi, je fais beaucoup de choses par moi-même. Oui, c'est vrai. Je crée, voilà, je mets moi-même mes propres musiques en indépendant, sur, les plateformes. Bon, ap T'attends pas qu'on te donne ta chance, tu prends ta chance, tu la saisis. oui, c'est un peu ça. C'est un peu moi qui vais chercher mes victoires, depuis Oui. toujours. Mais du coup, j'ai pas encore été trop confrontée à ce sexisme anti 40 ans. Je n'ai pas encore trop eu. Mais ça fait quoi d'avoir 40 ans? Tu le vis comment? Ah, ça fait bizarre quand même franchement, quand je les ai eus, maintenant j'ai 43 là, hein. C'est la catastrophe. Quand je les ai eus, ça m'a fait bizarre. Là, j'ai eu 43, franchement, je le vis plutôt bien parce que, je me sens, en adéquation avec, Ouais. moi-même, je suis heureuse, dans ma vie et donc je traverse ça, sans
sans trop m'y pencher, quoi. Ce que j'aime moins, c'est le temps qui passe parce que j'aime trop la vie. Donc voilà, j'ai plutôt du mal à me dire que on va vers forcément, après, un truc qui va s'arrêter, quoi. La mort? Comme pour tous, ouais, T'as peur de la comme mort? la mort. J'ai pas peur de la mort, en elle-même, mais j'ai peur de plus être là, quoi. Parce OK. que j'aime bien être là et faire tout ce que je fais et j'aime être avec les gens que j'aime donc je me dis: «Bon, un jour, tout ça, ça sera fini», donc ça serait plutôt ça qui, hem, qui me ferait me dire que prendre de l'âge, ça va vers forcément, l'inverse de la naissance, quoi. Tu plus heureuse à 40 ans ou tu plus heureuse dans ta trentaine? C'est une très bonne question. Je pense que, je suis plus heureuse maintenant. Je pense que je suis plus heureuse maintenant. J'ai été heureuse aussi dans ma trentaine, mais moins calée avec ce que je suis, quoi. Moins ancrée? Ouais, moins ancrée. Tu te sens aujourd'hui plus en adéquation avec toi-même peut-être? Oui et je me sens plus ferme dans mes choix, dans ce que je veux, moins émotive. J'ai appris à me barricader un peu dans la vie et donc je traverse la vie avec, plus de force, j'ai l'impression. Mmh. Tu disais en introduction de cette interview, quand je te parlais du regard que les autres, portaient sur toi, notamment au travers des réseaux sociaux, on parlait de la sexualisation du corps, d'une femme, de l'apparence aussi d'une femme et tu m'as dit: «Bah, en fait, j'ai pas attendu, je suis allé sur d'autres plateformes pour le faire par moi-même». Je suis tombé sur des articles notamment, de MCE, qui expliquent que tu as surpris toute ta communauté en assumant publiquement ton passage sur une plateforme privée. Mmh. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller sur une plateforme privée? À quel moment tu t'es dit: «Tiens, OK, je vais le faire»? Hem, je me suis dit: «Je vais le faire» au moment où j'ai voulu prendre les rênes aussi de ma vie professionnelle. Le moment où je me suis dit que un réalisateur ou un producteur, peut vous mettre en petite tenue, en lingerie ou à poil, sans sourciller parce qu'il le décide et parce qu'il vous paye et parce que vous êtes comédienne. En tant qu'actrice, j'ai été dévêtue, plus d'une fois dans des films, complètement, grand public même, enfin voilà et je me suis dit qu'en fait la vraie force dans la vie, c'est de décider qui, comment, quoi, ce qu'on fait, à qui on montre, à qui on vend. Et pour moi, cette industrie, ce business parfois, c'est une prise de position quoi. C'est, être une femme, être féminine, aimer, la beauté, la sensualité et presque le, revendiquer, comme une force et être son propre patron. C'est assez grisant en fait, de savoir que, vous avez, en main les capacités de tenir ça quoi. Comment a réagi, ton mari? Comment a réagi Jean-Marie quand tu lui as dit, «Bon, bah, je me lance sur les plateformes privées»? Moi Non, aussi. d'abord, c'est pas comme ça que je l'ai fait. D'abord, je me lance pas sur, les plateformes privées. C'est eux qui t'ont contacté? Non, c'est moi, mais je me lance pas sur les plateformes privées. C'est pas comme ça, que je le vois. Je me suis lancée dans la chanson, je me suis lancée dans l'écriture, je me suis lancée dans la réalisation, ça d'accord. Mais j'ai jamais, interprété que je me suis lancée, dans des plateformes privées. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai eu envie de faire, une provocation de plus dans mon CV, quoi. Et personne, n'a rien à dire et c'est des choses que je vis avec moi-même et sur lesquelles je m'étendrai pas plus, mais il y a pas de il y a pas de sujet, en fait. Ça a jamais été un sujet pour personne et j'ai toujours fait ce que j'ai fait, en toute conscience, en toute connaissance et avec beaucoup d'amusement, en fait. Je pense que ce qui m'amuse, c'est, c'est cette gêne. Mais comment tu composes avec le fait que certaines vidéos peuvent se retrouver ou se sont retrouvées sur des sites que tu maîtrises pas? Non, je compose, tout à fait, normalement parce que Ça, tu de as conscience? non, parce que de toute façon, il peut y avoir des vidéos qui sont trichées. Il y a plein d'intelligence artificielle qui a tourné autour de moi aussi. Donc honnêtement, les gens qui vont, sur mes plateformes payantes, voient que, voilà, c'est au final, c'est moi. Moi plus libre, mais ça reste moi. Donc après le reste, tout ce qu'on construit autour de mon image, autour de mon visage, autour de mon corps, c'est de l'ordre du fantasme. C'était une façon pour toi de te réapproprier ton image, te réapproprier ton corps, justement parce que beaucoup t'ont sexualisé ou te sexualisent? Oui et puis, une manière de exactement, de dire, ce que je montre, c'est moi qui le décide, je sais comment, je sais à qui et qui mérite de continuer à me voir. D'ailleurs, mes posts sur Insta sont ultra rares, hem, parce que j'aime bien Instagram, hein. Franchement, c'est le seul réseau que j'ai. Bon, maintenant, je me mets sur LinkedIn parce que je suis devenue une businesswoman, donc mais voilà, après le reste, c'est moi qui décide, en fait. Ça donne beaucoup de pouvoir de savoir que qu'on peut, faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut
Et en plus, depuis que je suis enfant, adolescente, tout ça, j'ai toujours aimé faire jaser. De toute façon, ça c'est ce qui fait la personne que je suis. Le jour où je fais plus parler, où je fais plus jaser, je pense que je risque de m'ennuyer. Alors j'ai bien compris, t'aimes pas le terme se lancer, sur une plateforme privée, mais comment est-ce qu'il l'a pris, ton chéri? Comment est-ce qu'il l'a pris, ton mari? Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que ça a été un sujet? Non, c'est pour ça, il a pas eu à le prendre ou à pas le prendre. De Mais il toute le sait. façon, il le sait en Il le sait filigrane. pas? Si, mais il le sait en filigrane, mais que les gens savent ou pas ce que je fais, en fait, ça regarde personne. C'est moi avec moi. C'est moi avec ceux qui ont envie d'être au rendez-vous et c'est tout, en fait. Ça te rapporte? Tout rapporte dès lors que, qu'on est, dans un rapport de séduction avec les gens, tu sais, tu peux mettre ta main, ça peut rapporter, si tu le vends comme quelque chose d'exceptionnel, Non, c'était Manuel tu vois? Ferrara, donc rien à voir parce que lui, c'est vraiment son métier, hein, le contenu privé. Mais il me disait par rapport aux films classiques qu'il faisait dans le passé, les contenus privés lui rapportent 50 à 60 de tout ce qu'il fait, quoi, de tout son business. Toi, est-ce que tu sais, ce que ça te rapporte? Non, mais bien sûr que je le sais. Et J'ai est-ce que tu es OK de le mais je suis partager? pas là pour, partager mon, tu vois, je suis pas là pour partager mon salaire avec toi. Je trouve ça un peu trop trivial, mais évidemment que ça rapporte. Et c'est aussi ça qui fait que tout ça est grisant et qu'en plus, tu es aux manettes et que tu es ton propre boss. Donc, mais je m'étendrai pas plus que ça là-dessus. Et juste pour conclure, Et en plus, je suis quelqu'un qui reste pas longtemps dans des situations, que ce soit. donc c'est euh, éphémère, Tout est éphémère pour moi. tout est éphémère. Malheureusement, ça rassure pas parfois les gens qui partagent ma vie, mais j'ai signé pour rien, même en me mariant. Donc voilà, si tu veux, Ça veut dire quoi, j'ai signé pour rien même en me bah, mariant? c'est-à-dire que moi, je fonctionne pas sur la durée en me disant, tu vois, tout peut s'arrêter demain Oui, c'est vrai. quand je le décide, et même parce que je le décide pas d'ailleurs. Oui, on peut subir, On peut subir, c'est ça la vie. bien C'est sûr. pour ça que même maintenant, j'apprends à mes enfants à ne pas s'attendre à ce que les choses soient immuables. Tout bouge et qu'on le veuille ou non, qu'on s'y attende ou pas, qu'on le décide ou qu'on le subisse. Tout est en C'est perpétuelle pour ça évolution. que tu vois, je me suis lancée dans rien. Je navigue au rythme de mes envies et je suis amusée aussi d'aller dans des terrains parfois qui sont pas forcément les miens, comme monter une maison d'édition qui est un truc qui aurait été si. Tu vois, si certaines professeurs que j'avais et qui me traitaient de cancre quand j'étais tu vois, en CM1, en CM2 ou même encore au collège, où j'avais même pas eu mon brevet, même si après, les gens savent que je suis allée en internat et que j'ai eu un bac avec mention et que j'ai fait des études supérieures. Mais si certains professeurs de collège qui me voyaient caissière dans un supermarché, même s'il n'y a pas de sous-métier, mais je l'ai entendu souvent, ça. Et je trouve ça d'ailleurs assez Mépris de classe. dégradant pour, Ouais. pour les hôtesses de caisse, franchement. Mais c'est un autre débat. Mais si certains professeurs voyaient que j'ouvre une maison d'édition, que j'en suis à mon 3e livre, je pense qu'elles hallucineraient, quoi. On parlait de perpétuelle évolution. Ton personnage aussi, il est en perpétuelle évolution dans Plus belle la vie. C'est quoi la différence en tant qu'actrice entre Plus belle la vie, France 2, et Plus belle la vie, encore plus belle, titre plus long, TF1? C'était France 3, mais c'est pareil, France 3, pardon. c'est France Télé. Mais je pense que la différence, c'est que c'est quand même un petit peu plus cossu, c'est un petit peu plus TF1, la marque de TF1 est quand même assez présente, que ce soit dans les images, dans la lumière, dans la manière de travailler. Voilà, on est quand même, on le sent porté par cette grande chaîne qui est l'une des plus grandes chaînes presque européennes. Moi, j'aime bien cette manière de faire et franchement, je m'y sens en adéquation avec comment j'aime travailler. Comment il évolue ton personnage par rapport à l'évolution de l'actrice Lola Marois? Ils ont toujours, les auteurs, valsé un peu avec ma personnalité et ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, elle est complètement, en roue libre. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Le fait qu'elle soit enceinte lui donne des espèces de passe-droits. Elle est quand même, enfin, elle est vraiment spéciale cette Ariane, donc ce qui est drôle, c'est qu'un peu comme moi, dans la vie, elle fait passer les gens par des trous de souris et elle se sert de ce qu'elle peut et de ce qu'elle veut et elle a ce caractère, très volcanique, quoi. Et parfois, je me dis: «Waouh, ils me connaissent ou quoi? Ils vivent avec moi?» parce que c'est parfois assez hallucinant de voir à quel point il y a des similitudes, entre ma personne et entre le personnage. Est-ce que tu as besoin d'un temps, une fois que tu finis de jouer, une fois que tu termines une journée de tournage, est-ce que tu as besoin d'un sas de décompression pour revenir à Lola, parfois? En règle générale, j'ai pas trop besoin de temps pour revenir à Lola parce que ça fait quand même maintenant presque, je sais pas, 9 ans que j'y suis
et que je pratique Ariane comme ma deuxième main, quoi. Et donc, en règle générale, c'est presque un peu schizophrénique, mais une fois que c'est coupé, je reprends complètement ma vie à moi et la personne que je suis. Mais comme comme la frontière, elle est assez maigre quand même entre mon personnage et moi, j'ai pas vraiment l'impression de devoir me remettre dans Lola parce que je suis allée explorer un vrai contre-emploi. En fait, Ariane, c'est pas un vrai contre-emploi, donc à part pour certaines séquences qui parfois sont très très émotionnellement quand même chargées. Là, j'ai tourné l'accouchement, c'était chargé pour tout le monde, tout le plateau était bouleversé. Les techniciens m'ont applaudi, mon réalisateur m'a dit qu'il avait besoin d'un quart d'heure pour s'en remettre. Il a utilisé 3 paquets de mouchoirs. Enfin, c'était très fort ce qu'on a vécu avec l'équipe. Et donc là, c'est vrai que certaines séquences comme ça peuvent être plus marquantes que d'autres. Et c'était très, très chouette à vivre. Comment tu joues un accouchement? Comment tu te prépares à jouer un accouchement? Bah, franchement, j'avais jamais tourné un accouchement en tant qu'actrice. Ouais, Donc c'était neuf pour moi. Et je me suis dit, bon, je vais y aller, parce que bon, j'ai quand même accouché, mais moi j'ai accouché à 6 mois, donc oui. j'ai pas vécu des heures et des heures de contraction et de souffrance comme ça. Bon, là, j'ai pas joué des heures et des heures, mais voilà, j'ai joué un accouchement et je peux pas dire comment cet accouchement va se dérouler parce que je laisse la surprise, mais c'était vraiment fort et prenant. Et en fait, je me suis juste laissée aller à le jouer comme je joue tout, quoi, en fait, avec mon instinct et mon côté animal. Et ça a donné, je pense, quelque chose de vrai. Tu te prépares beaucoup à l'avance, avant tes scènes? Non, je devrais pas le dire, mais non seulement je me prépare pas, mais en plus, j'apprends pas mes textes, parfois au grand regret de ma production ou de mes réalisateurs. Mais comment tu fais? Je les apprends sur le fait quand je tourne. Mais tu une mémoire de ouf alors? Ouais, j'ai une mémoire spéciale, ouais. Mais par contre, si tu me demandes de le refaire le soir, je me souviens de rien. Ah, c'est incroyable! Ouais, c'est très spécial comment je fonctionne. Donc tu as la mémoire en tant qu'actrice de l'instant? Oui, c'est-à-dire qu'on a une mise en place, on a une répète et après il y a action, on tourne. Donc je la lis pendant la mise en place, j'ai mon texte. Euh, Répète, je lâche le texte. Parfois, il me manque une idée ou un mot. Et une fois qu'il y a la première prise, franchement, je suis en général assez imbattable, même plus que certains qui apprennent. Donc, comme je te disais, il n'y a pas de justice. Ah non, il y a pas de justice, ça a commencé comme ça et ça le confirme. Ouais. Et est-ce que tu as le comment te dire? Est-ce que tu as le droit de changer certains mots? Oui, 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 j'ai quand même une latitude quand je garde l'idée générale, mais Tu peux t'approprier? je m'approprie beaucoup. Ouais, de toute façon, parfois je rajoute des trucs et très souvent ils le gardent et très souvent ils aiment bien ce que je fais. Donc oui, oui, je me réapproprie pas mal, franchement. Donc une comédienne, une actrice force de proposition Ouais. en termes d'appropriation et de créativité. Je suis tombé sur un de tes posts aussi sur les réseaux sociaux que j'ai adoré. C'est une publicité que tu as faite pour des culottes menstruelles. Mhm. Mais au-delà du partenariat et au-delà de la publicité, déjà, je tiens à saluer la mise en scène, le jeu d'actrice, le texte, l'intelligence en fait de la séquence et puis tout simplement la créativité. C'est En vrai. fait, Ouais. j'aimerais qu'on regarde un extrait. Avec plaisir. Parce que c'est un sujet en vrai qui est important et Ah oui, intéressant. oui, et ouais, absolument. Je m'appelle Lola Marois et j'ai mes règles, comme 3,4 milliards de femmes. Merci. Santé. Quelqu'un pourrait dire à cet industriel de protection hygiénique jetable que notre sang menstruel n'est pas bleu turquoise? Le seul truc bleu turquoise, c'est l'océan, qui se fait saccager par les 100 milliards de protections jetables qui y sont déversées chaque année. Offrir son corps à la science, c'est super, mais pas de son vivant. Alors pourquoi les industriels jouent-ils autant avec la santé des femmes? Plomb, PFAS, dérivés pétrochimiques, plastique, glyphosate et même de l'arsenic. C'est ce qu'on retrouve là-dedans selon plusieurs études. Et nous, on fout ça dans la zone la plus intime de notre corps. T'as déjà essayé de brûler un tampon? La fumée est noire. Ils font comme du plastique. Et l'odeur? Elle est évidemment toxique. Contrairement aux autres protections que tu dois changer toutes les 2, 3, 4 heures, tu peux garder tes culottes Sisters République jusqu'à 12 heures. Parfait pour celles qui bossent debout toute la journée, comme les docteurs, infirmières, serveuses ou les actrices. Contrairement aux autres culottes menstruelles, souvent livrées directement de Chine, les culottes Sisters sont testées dermatologiquement et garanties sans PFAS, ces fameux polluants éternels qu'on retrouve sur tes poils en téflon. Donc même dans un partenariat commercial que tu fais, on ressent l'engagement. Oui, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez engagé en règle générale, donc j'essaye d'y mettre du cœur. Et en plus, il y a un aspect écologique qui me plaît dans cette marque Sister République et voilà, et dans l'aspect culotte menstruelle. Et puis je trouve ça aussi intéressant en 2026 de parler à voix haute des règles, de dire le mot. On a parfois l'impression que c'est presque un mot grossier, quoi. Donc, je pense qu'on y est encore en 2026 à devoir exprimer qu'on est des femmes, qu'on a ces règles. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on me confie ce projet
aussi pour l'aspect écologique. Moi, je suis une grande militante aussi de la cause animale. Je suis végétarienne maintenant depuis 2019. Toi aussi, Ça va faire bravo. 11 ans, ouais. Ouais, c'est génial. Et je pleure, sans mentir, je pleure une fois par semaine sur ce qu'on fait aux animaux et sur leur triste parcours à de nombreux animaux. Donc c'est quelque chose qui me bouleverse. Et voilà, donc ça va aussi avec l'écologie, je trouve. Ça va avec, en fait. Quel a été ton déclic, Lola Marois, pour arrêter la viande et peut-être le poisson aussi, je sais pas? Oui, j'ai arrêté toute forme de viande parce que j'ai vu des images. J'ai regretté au début de les avoir vues. Je me suis dit: «Oh non, c'est pas possible, je voulais pas voir ça», des images d'abattoirs, des images d'animaux qui se sauvent, de vaches qui sentent l'odeur du sang et qui savent qu'elles vont aller mourir. J'ai trouvé des images, franchement, d'abattoirs qui m'ont tellement bouleversée que j'en ai vomi. Et je n'ai plus pu, comme un électrochoc, manger de la viande. J'ai l'impression d'être une meurtrière. Mes enfants en mangent. Je Voilà, ils en mangent et ils ont 13 ans et Tu préférerais qu'ils en mangent pas? Si ça tenait qu'à toi, bien sûr, même non, s'ils ont leur individualité, je hein. pense que, une consommation, pas extrême, Raisonnable. est raisonnable, même si tout le monde le faisait. Les gens mangent trop de viande, la consommation est beaucoup trop forte et donc voilà, donc c'est leur choix et cetera, mais ils en mangent peu, ils en mangent à la cantine. Moi, j'en cuisine pas vraiment à la maison, mais ils en mangent à la cantine. De temps en temps, je leur cuisine, ou voilà, je leur prends un poulet rôti, mais je souffre. Franchement, je souffre. Quand tu fais cet acte d'achat, Oui. Oui, oui, je souffre, mais je le fais quand même pour eux et pour pas, leur inculquer, sans qu'ils le décident vraiment et qu'ils aient toute leur capacité, de jugement, je leur montre parfois des trucs, des voilà, je leur ouvre quand même les yeux sur la souffrance animale, donc ils savent. Au moins, ils font en connaissance de cause. Ils sont très sensibles de toute façon à ça, ils adorent les animaux, mais voilà, pour l'instant, c'est encore comme ça que ça se passe. est-ce que le fait d'avoir arrêté de manger de la viande, Lola Marois, ça t'a permis de réaliser qu'en fait, on pouvait avoir une alimentation beaucoup plus diverse et variée qu'avant? Bien sûr, le fait de toute façon, j'ai jamais trop aimé, la viande, même quand j'en mangeais, mais je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait derrière mon burger, voilà, du dimanche, quand j'avais fait la fête la veille, quoi, tu vois? Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on peut se régaler, avec, et on peut avoir aussi des protéines avec, tout ce qu'on fait maintenant, pour les végétariens et pour les véganes. Et au contraire, on peut avoir, moi j'ai appris des goûts que je connaissais même pas, Complètement. justement, des épices, voilà, cuisiner d'autres choses, en fait. Oui, parce que ça nous pousse en fait à découvrir. Exactement, Et ça nous pousse à découvrir et je pense que si les gens, regardaient un petit peu plus des reportages et ouvraient vraiment leur cœur, à ce qui se passe, ils réduiraient leur consommation. C'est pas possible. Et pour revenir non pas à nos moutons, mais aux tampons, Oui. est-ce que c'est une injonction de plus faite sur les femmes, les tampons? Parce que peut-être que les hommes ne se rendent pas compte de tout ce que les femmes doivent faire. Bien sûr, je pense que, c'est une injonction de plus, c'est forcé. Je veux dire, on passe quand même par des choses, incroyables, nous les femmes et qui sont parfois mises sous silence parce que, «Ah c'est dégueulasse, tu tes règles, quoi». Moi j'entends encore des trucs comme ça et je trouve que, voilà, je veux dire, on donne la vie, on a nos règles, après on a la ménopause, là ma fille elle a 13 ans, elle a dû partir, des cours ce matin parce qu'elle avait trop mal à cause de ses règles et j'ai encore l'impression que parfois c'est tabou et j'ai voulu parler de il y a certaines personnes, hein, même des potes à moi, qui en regardant la vidéo m'ont fait: «Ah!» genre, parce qu'on mime le sang et tout ça et je dis: «Mais mec, tu vois? Vis avec ton temps et il y a pas de dégoût quoi, c'est le corps». Je pense qu'il faut inculquer ça et j'essaie de l'inculquer à mon fils, qui a un côté très féministe et dont je suis très fière, de ça, mais j'essaye de lui inculquer ce genre de valeurs, ouais. Donc je le disais en introduction, tu as créé Lola Marois Édition. Pourquoi créer une maison d'édition, Lola Marois, et pas juste toquer à la porte ou répondre favorablement à des demandes certainement de maisons d'édition pour éditer un livre? Oui, c'est une bonne, question, c'est vrai que, j'avais l'embarras du choix, sans, vouloir me la péter pour, me faire, publier, un livre un peu choc comme ça, à consonance un peu de confession. Maman fait la fête. Maman fait la fête, mais d'abord, voilà, je suis une femme de challenge, donc ça, je pense que les gens commencent à le savoir et moi, ce qui m'a plu, c'est, de toujours, en fait, ce qui me plaît, c'est d'aller toujours un peu plus haut, en fait. Donc faire un livre, un troisième livre, OK,
Mais tiens, pourquoi tu le publierais pas toute seule? Pourquoi tu montrerais pas ta maison d'édition? Pourquoi après tu publierais pas d'autres textes, d'autres femmes, d'autres histoires qui te tiennent à cœur? J'aime aussi un peu, je pense, par ego, l'idée de dire Maman fait la fête, un livre de Lola Marois, publié chez Lola Marois Édition. Je pense que plus je vois mon nom s'afficher, voilà, plus je me dis que j'ai le courage de faire certaines choses qui sont risquées, parce que ça reste quand même, voilà, entreprendre quelque chose, c'est du business, c'est de l'argent, c'est des prises de risques, c'est savoir s'entourer. Euh, donc voilà. Maman fait la fête, moi j'adore le titre. Maman fait la fête, d'ailleurs tu le qualifies, ton ouvrage de dérangeant. Et on peut lire très rapidement, sexe, argent et pouvoir, le prix de la liberté quand on est une mère. Mm. Pourquoi sexe? Pourquoi argent? Pourquoi pouvoir? Pourquoi parler de prix de liberté quand on est une mère? Pourquoi tout ça? Ben, en fait, justement, un peu pour répondre aussi à ce que tu me disais en début d'interview, pourquoi j'ai choisi aussi parfois des plateformes payantes, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai des photos sexy, pourquoi je fais la couverture de Playboy, pourquoi dans VSD, il y a 2 ans, je fais la couverture en disant les femmes qui vont marquer 2020, les personnalités qui vont marquer 2024. Je me retrouve à côté de Trump et de Mbappé. Pourquoi tout ça? Parce que, en fait, tout va avec tout, en fait. Parce que tout ça sont des mots tabous. Je sais pas si tu remarques, c'est comme la pub pour les règles, mais quand tu dis sexe, il y a une petite lumière rouge. Quand tu dis argent, il y a une petite lumière rouge. Et quand tu dis pouvoir, il y a une petite lumière rouge. Et donc, pour moi, Lola Marois, pourquoi pas mettre ces trois, ces 3 mots sur la couverture de mon livre? C'est trop tentant. Et en fait, au final, c'est un peu aussi ce qui contrôle un peu le monde. Tu dis aussi qu'on te dit que tu es trop mère pour être libre. Ou que on entend qu'une femme souvent est trop mère pour être libre. Ça veut dire quoi, être trop mère? Ben, je pense que c'est aussi en grande partie le sujet de mon livre. Je pense que quand tu deviens maman, quand tu es maman, quand tu es une mère, il y a encore ce terme même de mère au foyer, même pour les mères qui travaillent. Oui, mais bon, tu travailles, mais t'es maman, alors comment tu fais pour concilier les deux? Mais quand t'es maman, quand t'as donné la vie, et quand tu dois inculquer des valeurs et élever des enfants, on te met dans un rôle aussi d'éducation qui fait que c'est comme si c'était antinomique avec la liberté, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit d'expression, qu'elle soit à tous les niveaux en fait. La liberté, c'est-à-dire oser dire tout haut ce que certains ou certaines pensent tout bas, et faire aussi des choses que d'autres disent ah ben non c'est plus pour moi, je suis maman. C'est ça, donc sous-entendu, être mère, c'est renoncer. Oui, je pense que dans l'inconscient collectif de pas mal de femmes, être mère c'est renoncer. Je pense qu'elles ne s'autorisent plus à faire des choses qui vont à l'encontre du fait d'être maman. Et c'est ça aussi ce livre, c'est libérer aussi certaines femmes d'un carcan. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans un carcan ou qui culpabilisent de continuer parfois à vivre une vie de jeune femme ou même de jeune fille. Moi, je fais des trucs qui parfois sont des trucs que ferait une ado, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent ou qui se disent non, c'est plus pour moi et qui se mettent des barrières. Et ce livre est là aussi pour dire aux femmes, c'est pas grave, tu peux faire les deux. Tu peux rentrer à 6 heures du mat, tu peux avoir bu un coup de trop, tu peux faire nuit blanche et amener ton fils ou ta fille à l'école. Tu peux ne pas être parfaite, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux avoir encore envie de vivre, de vibrer et aimer tes enfants profondément et ne pas être une mauvaise mère. Et toi, tu refuses de renoncer justement à ces dictats et au renoncement, quelque part. C'est ta liberté à toi. Tu as toujours été comme ça. Tu t'es remise en question. Tu t'es posé des questions. D'autres mamans, la société en face, elle t'a fait te remettre en question parfois? Oui, bien sûr. Je suis pas différente des autres. Moi aussi, j'ai douté. Moi aussi, je me suis dit que c'était pas pour moi. D'ailleurs, même dans le livre, je parle de certains moments où je suis en soirée ou en boîte et que je me dis qu'il y a la culpabilité qui me chuchote à l'oreille. Tu devrais pas être là, tu devrais rentrer. Mais même quand je fais des choses encore pour moi et pour ma propre liberté et pour mon propre plaisir et pour mon propre désir, j'ai encore parfois cette petite voix qui dit rentre chez toi, il y a tes enfants. Donc évidemment, je suis pas différente des autres. Mais la force, c'est de tenter en fait de le faire sans culpabilité et justement d'avoir cette petite voix et de lui dire attends chut, là je m'amuse, là je suis bien et ça n'entache pas mon rôle de mère. Donc bien sûr qu'il y a eu ce diktat chez moi et comme j'en suis revenue,
j'ai voulu écrire ce livre à ce moment de ma vie, justement. Et c'est pas qu'un livre, Maman c'est la fête. C'est aussi un univers, c'est aussi une chanson, c'est aussi de la musique, qui est d'ailleurs sur Spotify, qui a été numéro 1 Ouais. sur Spotify. Donc Maman fait la fête. Et moi, j'ai noté ces paroles qui m'ont percuté. Tu dis, je suis comme dans 2 vies qu'on m'interdit de raconter. Ouais, je suis entre 2 vies qu'on m'interdit de raconter. C'est quoi ces 2 Je vies? suis entre 2 heures qui se défient dans la journée. Ouais. Les paroles sont coécrites avec Jim Bower. Je suis entre 2 mondes qui se défient sans se parler. Ouais. Et oui, parce que en fait, je suis cette chanson me parle énormément. Tu vois, tu m'en parles et j'ai des frissons. Alors que c'est ma chanson, mais c'est écrite aussi avec Jim Bower qui est très talentueux et que je salue. Mais en fait, je suis entre 2 mondes parce que je suis entre le monde de la maman parfaite qui doit emmener ses enfants à l'école ou au collège ou faire des sorties scolaires ou signer des bulletins ou s'intéresser aux notes, faire les devoirs, faire à manger, tout ce qui fait qu'on est mère. Et je suis dans le monde parfois aussi à cheval sur une certaine débauche finalement parce que sortir, parce que écouter de la musique, parce que se faire regarder par les hommes ou en regarder ou jouer de ma séduction, jouer de mon corps, être dans l'excès, tout ça c'est un autre monde. Aimer, désirer, tout ça c'est un autre monde et c'est 2 mondes qui vont pas très bien ensemble. Encore au jour d'aujourd'hui, j'en suis assez convaincue. Et tu commences ton livre Maman fait la fête en disant que tu ne peux pas parler de toi, tu ne peux pas présenter ta sensibilité et tes démons sans présenter tes enfants. Jules et Bella, pourquoi? Parce que Jules et Bella font partie de moi. On est comme une seule et même personne et je peux pas euh, parler, je peux pas faire cette traversée de ce livre. Ce livre, c'est vraiment une traversée dans la liberté, dans ce qu'on a envie de comprendre. Je peux pas faire cette traversée sans d'abord présenter les personnes qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Il y a eu un avant, il y a un après eux. Ils sont nés en 2012 et la vie, elle est pas pareille quand 2 personnes bouleversent ta vie. Et en fait, j'apprends d'eux, en fait, j'apprends de leur force, de leur courage, de leur liberté, de leur talent. Et donc, je peux pas, entre guillemets, me livrer, parler de moi et de la femme que je suis, sans expliquer en quelques mots qui sont eux, puisque c'est eux aussi qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Bien sûr, ils sont ton extension. Il y a un chapitre aussi qui est dédié à ton partenaire de vie. Tu dis, je pense que je passerai le reste de ma vie sans toi si un jour, ce jour arrive à te chercher. J'ai trouvé que c'était des mots très forts. Tu poursuis en disant, je chercherai dans d'autres bras la protection, dans d'autres esprits ta fantaisie, dans d'autres yeux ta pureté et ton cœur, sans jamais les trouver. Ça veut dire que ton mari, Jean-Marie, c'est ton âme sœur. Il peut pas y en avoir d'autres. Ça t'émeut. Ouais. Ouais. T'es fort, hein. Oui, alors, bien sûr, ça m'émeut parce que ces mots, je les ai écrits, mais ils viennent du cœur, Ça se sent. comme tout ce que j'écris. Et bien sûr que quand on a été, entre guillemets, élevé, parce que je l'ai rencontré à 24 ans, même si tout ça va aussi un peu contre la morale, mais c'est comme ça. Quand on a été un peu, entre guillemets, élevé par un homme de sa posture, la vie avec un autre peut sembler fade. Ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'au final, elle est envisagée et envisageable, la vie avec d'autres. C'est ce qu'on comprend et c'est ce qu'on comprendra. Mais Jean-Marie restera à jamais en moi, en fait, quoi qu'il advienne, parce que c'est un homme qui est trop tout pour être, en fait, mis en compétition avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, quoi. Il aura marqué mon cœur au fer rouge. Et de par ses folies, de par ses excès, de par sa tonitruance, de par qui il est, en fait, c'est pas quelqu'un qui, comme je dis dans le livre, je dis tu auras mis la barre tellement haute que je sais pas si un autre humain pourra l'atteindre. Et quelque part, c'est beau aussi de me dire que dans le reste de ma vie, il y aura aussi ce challenge parce que les gens peuvent arriver dans ta vie, traverser ta vie sans avoir les mêmes qualités, mais en avoir d'autres et qui font que tu l'admires aussi pour plein d'autres choses, mais Jean-Marie, je lui voue une admiration sans pareil. Pourquoi vous avez décidé que vos chemins se séparent? Non, c'est pas ce que j'ai dit forcément dans le livre. Là, je parlais plutôt si la mort nous séparait dans ce que je dis là. Mais là, Euh, dans ton discours, j'ai l'impression qu'on dirait que tu es en train de nous dire que non, vos chemins se sont séparés. non, c'est-à-dire que moi, je parle du livre qui est une traversée dans la liberté, dans tout ça. En fait, Jean-Marie et moi, on a un lien qui est trop vivant pour qu'il rentre dans des cases de on est ensemble, on est séparés, on n'est pas ensemble. Si tu veux, c'est beaucoup trop réducteur de rentrer dans ce genre de cases, en fait. Le lien est trop vivant pour pouvoir être aussi
étroitement décrit, tu vois. Ouais, je comprends. Je dis pas que ta question est étroite, mais je dis comment moi je perçois les choses. Donc quand je dis ça, je peux parler aussi bien de la vie qui nous séparera, de la mort. Il a 30 ans de plus que moi, il faut quand même le noter, ou aussi bien d'une séparation amoureuse. Mais quoi qu'il advienne, je veux dire qu'on soit ensemble dans la vie, séparés dans la vie, euh, que l'un de nous deux parte avant l'autre. En fait, ce que je veux dire, c'est que le lien, il est presque Il est au-delà de la indestructible. vie, quoi. Il est Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que vous êtes ensemble encore dans la vie? Mais c'est une question, comme je viens de te le dire, qui est trop basique et triviale pour être répondue comme ça. Parce que c'est quoi être ensemble? C'est quoi? Tu vois? Bah, Être ensemble, c'est trop basique, c'est trop binaire en fait pour que je puisse y répondre. Si être tu ensemble, veux, notre lien, il est trop vivant pour trop être fort. casé Mais comme ça, ça. je le comprends. Et c'est beau, vraiment, ce que tu racontes, c'est même exemplaire. Je trouve. Moi, j'étais dans une relation. J'ai passé 11 ans avec quelqu'un. J'ai pas d'enfant, mais 11 ans, c'est quand même beaucoup, tu vois. Oui, ça marque une vie. Voilà, ça marque une vie. On s'est séparés il y a quelques mois. Et je sais que c'est quelqu'un que je porterai toujours dans mon cœur et que je veux avoir dans ma vie et que j'aimerais toujours. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on n'aime pas plus, tu vois. Mais Je comprends. dans ton discours, j'ai l'impression d'entendre que tu le dis d'ailleurs, le challenge, ce sera de rencontrer donc quelqu'un qui a toutes ces casquettes que lui avait et ça va être difficile. Mais bien sûr, ça va être difficile. Peut-être que je l'ai déjà rencontré, peut-être pas. Ce que je veux dire, c'est que en fait, la relation avec Jean-Marie, elle est presque de l'ordre du surnaturel. En fait, c'est pas quelque chose de palpable. Et on peut pas dire tout est beau, tout est rose. On a 30 ans d'écart, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais on est ensemble, tout va bien. Sinon, j'aurais pas écrit ce livre. Ce livre, c'est une ouverture à la réflexion. Est-ce Oui. qu'on peut être profondément amoureux, aimer quelqu'un au-delà du réel, comme je l'ai avec Jean-Marie, et continuer à rester libre? Est-ce qu'on est voué à la même personne toute une vie? Certains te diront c'est tu un vois couple libre dans ce cas. Oui, mais c'est pas comment je nous définis. Je n'ai pas d'étiquette pour décrire le lien avec Jean-Marie. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas l'adjectif qui pourrait nous décrire. Je pense qu'il faut lire le livre aussi pour essayer de faire cette traversée avec moi et de lire entre les lignes. C'est comprenne qui voudra la posture et le lien que j'ai pour l'instant avec lui. Mais une chose est sûre, c'est que oui, il va falloir s'accrocher pour me transporter comme lui m'a transporté. Ça, c'est certain. Oui, vous serez toujours liés, ça c'est évident. Mais au-delà d'être liés, ça, on le sera jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais compliqué est de passer après lui, ça, c'est sûr. Oui, parce qu'il est tous les hommes de ta vie, ou il a été tous les hommes de ta vie. Exactement. Les L5, c'était toutes les femmes, toi, c'est tous les hommes Ouais, de c'est ta un vie. peu ça. Mais c'est fou pour quand ça. même. En fait, le lien, si tu veux, il est au-dessus de ma tête, quoi. Et c'est pas palpable. C'est quelque chose de. Je te dis, c'est presque du registre du surnaturel et il est beaucoup trop existant pour le nommer Mais au il y a jour un d'aujourd'hui. Il y a un côté de toute façon philosophique dans le livre. C'est Ouais. une rétrospection. En Ouais. fait, on intègre ton cerveau. Oui, c'est ça. C'est un Hein peu une traversée dans mon cerveau, pas très nette. Oui, c'est une traversée de ton cerveau. Juste quand même, petit point pour rassurer, j'espère, tout le monde. On a vu que Jean-Marie avait été hospitalisé. T'as donné de ses nouvelles. C'est Gilles Verdez, pardon, sur le plateau de TBT9 qui parlait de perte de connaissance. Il dit au départ, on m'a parlé d'un AVC. Toi, c'est pas ce que t'avais dit. Hein. Il me semble sur les réseaux, t'as dit je sors de l'hôpital, il va bien, il est entouré, tout va bien. Oui, il est encore traité au jour d'aujourd'hui. Il y a encore des petits soucis, des petits liés au diabète, je pense, des insuffisances rénales, des choses qu'il faut juguler et contrôler pour que son retour soit fait en bonne et due forme. Donc, c'est une période quand même un peu complexe où j'espère, comme la patience n'est pas sa première qualité, ni le fait d'être très mesuré dans ce qu'il veut. Quand il veut quelque chose, il le fait. C'est toujours comme ça qu'il a fonctionné, c'est comme ça qu'il a fait le Stade de France. Pas quelqu'un à qui on peut dire « Attends, reste encore quelques jours et on verra dans 4 jours. » quoi. Donc là est toute ma difficulté avec lui. Mais voilà, globalement, il va bien, mais il y a encore des choses à voir. Et donc, c'est pas la période la plus sereine de ma vie. J'espère que dans quelques jours, tout ça sera derrière nous. Mais c'était pas un AVC. Il a tort, Gilles Verdez. Non, si, il y avait une forme de petit AVC, mais très minime. Parce qu'il en avait fait un il y a 10 ans, je crois.
Voilà, et c'était un tout petit ennui de vascularisation, mais aussi et surtout le diabète qui lui joue des tours, avec notamment les reins et les parties du corps qui suivent et qui parfois suivent pas bien, quoi, qui ont fait qu'il a perdu connaissance. Enfin, qu'il est tombé, il n'a pas perdu connaissance, mais qu'il a chuté. Et donc, il faut réguler cette machine et cette carcasse qui est Jean-Marie Bigard, qui n'a pas toujours pris très grand soin de lui dans la vie. Et il faut maintenant... qui rentre à la maison et que dans toutes les cases, on dise ok, là c'est bon. C'est pas ce qu'il y a de plus simple pour lui à comprendre. Et toi, comment vas-tu? Ah, c'est une bonne question. La dernière fois qu'un ami m'a posé cette question, j'ai pleuré. Donc on va dire que là ça va, parce que je trouve que la question de demander à quelqu'un comment il va, je la trouve hyper sensibilisante. Je sais pas si c'est moi ou s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, mais quand quelqu'un me regarde dans les yeux et me dit et toi comment ça va, moi, ça me touche. Donc voilà. Parce que c'est vrai, on a tendance parfois à s'oublier quand le tourbillon de la vie autour de soi est très prenant, quand les gens vont moins bien que toi sur le papier, quand tu dois prendre soin des gens. Et donc, quand quelqu'un me dit, mais ok, mais et toi dans tout ça, c'est vrai que ça me touche. Mais on va dire que pour te répondre, moi, dans tout ça, je suis tellement animée par ma vie, mes projets, mes enfants, mon travail, l'amour de tout, que je vais bien, mais c'est pas la période la plus calme de ma vie. Voilà. Spirituellement? Moralement? Même logistiquement, enfin dans les faits. Ouais. Tu vois, T'es parfois un je peu me dis... surmenée? Oui, je suis quand même un peu surmenée. Alors Donc, parfois ça a du bon. J'aime bien vivre en étant un peu surmenée. parce que tu penses pas. Ouais, parce que tu penses pas, et puis parce que tu te dis, ok, je fais tellement de trucs que c'est enivrant. Mais j'aimerais bien quand même que les choses s'apaisent un peu et avoir un peu plus le temps de vivre aussi, voilà, pour moi, pour mes enfants, pour tout ça. Mais là, pour l'instant, je suis un petit peu dans la course que je peux pas vraiment arrêter. Tu projettes un peu des vacances? Tu vas pouvoir en prendre un peu? Oui, je vais pouvoir prendre quand même quelques vacances et voilà, bien sûr. Oui, il le faut. Il le faut. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui m'ennuie vite aussi en vacances. Donc, est-ce que cette course, finalement, c'est pas mon mode de vie? Je sais pas trop. Ouais, tu te questionnes en Ouais, ce moment. je me questionne, ouais. Comme dans le livre en vrai. Hein. Oui, bien sûr. Vraiment, ce livre, c'est une porte ouverte à plein de questions. Je pense que plein de femmes, voilà, de ma génération ou dans ma situation pourraient se poser, en fait. Maman fait la fête aux éditions lolamarois.fr. Je vous mets le lien, bien évidemment, dans la description de cette vidéo si vous avez envie de commander le livre de Lola Marois. Je pense que tu as vu que je m'étais plongé dedans. Oui, j'ai donc, vu. je peux vraiment me permettre de vous dire que c'est une introspection que tu fais. C'est même poétique, c'est philosophique, c'est déstabilisant. Oui. Parce que c'est pas un livre commun. Non. C'est-à-dire, on accède vraiment à ta façon de penser. Je te visualisais presque, tu sais, en train de jeter sur ton ordinateur ou sur le papier les choses comme elles te venaient. Oui, c'est absolument ça. C'est absolument ça. Et c'est vrai que ce livre, il est le plus personnel de tous les livres que j'ai jamais écrits. Pourtant, Bad Girl avait quelque chose de très personnel. À Demain, mes amours était quand même très personnel puisqu'il était sur la prématurité de mes enfants. Mais Maman fait la fête, c'est quand même un espèce de petit cri de liberté et Oui. d'oser voilà, dire tout haut ce que je pense pas mal de gens peuvent penser tout bas. Et donc, il me tient à cœur parce que je pense que c'est vraiment le livre le plus vrai et le plus cru que j'ai jamais écrit. Merci Lola Marois. Donc vous avez compris que le lien pour pouvoir vous procurer le livre est dans la description de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux de Lola Marois. Voilà, vous avez juste à scroller, vous cliquez, vous atterrissez dans son univers. Bien évidemment, on continue de te suivre sur tes réseaux, on continue de te lire et de te suivre dans Plus belle la vie, encore plus belle sur TF1. Merci vraiment Lola. Merci à C'était toi. top de pouvoir papoter avec toi comme Ouais, ça. c'était un plaisir aussi de En parler toute avec liberté. toi. Merci Sam. à vous. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.